C'est tout bon. Eh ben, je te remercie de partager ce soir ton expérience et puis je te laisse la parole. Eh ben, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et de répondre à l'invitation d'Yannick pour aborder un sujet sur lequel on a beaucoup échangé ces dernières années, notamment lors des stages U16 à Reims, qui est l'utilisation des haies. Alors, l'utilisation des haies à l'entraînement, mais plus généralement, l'utilisation des haies dans la préparation physique athlétique. Donc, ce soir, je vais intervenir sur ce point-là, en essayant, dans un premier temps, de brosser un tableau, de rappeler qu'est-ce qu'on entend par préparation physique athlétique, et puis essayer de vous expliquer pourquoi ça me semble si important pour moi d'utiliser ce moyen que sont les haies dans la préparation physique athlétique. Avant toute chose, évidemment, je vais me présenter. Donc, je suis Aymeric Pétol, je suis cadre technique fédéral pour le comité de Maine-et-Loire d'athlétisme. Le comité de Maine-et-Loire d'athlétisme, c'est simple, hein, c'est Angers et la périphérie. C'est un comité départemental de quasiment 6000 licenciés sur lequel je suis en poste depuis 2008 maintenant. Voilà, j'ai la chance dans mon métier d'exercer bon nombre de missions qui me permettent d'intervenir avec beaucoup de types de publics différents, aussi bien des tout jeunes, c'est-à-dire des moins de 12 dans le cadre de mes missions, soit d'intervention avec le monde scolaire, soit avec les cités éducatives, soit dans le cadre des projets 30 minutes je bouge, avec des collégiens dans le cadre des sections sportives scolaires ou dans le cadre des suivis de jeunes lors des sélections départementales, avec les sélections de Maine-et-Loire ou avec les équipes de ligue. Et puis avec des plus grands, principalement cadets juniors et quelques espoirs, dans le cadre du centre d'entraînement départemental, qui est une structure d'accueil sur Angers, qui nous permet de répondre aux attentes des athlètes qui sont en double cursus scolaire et sportif et qui arrivent sur Angers pour pouvoir poursuivre un cursus universitaire. Et donc, on leur offre la possibilité de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions avec des entraîneurs. Et donc, moi, j'interviens plus particulièrement en tant que spécialiste plutôt sprint-haie sur un groupe à dominante sprint-haie. Mais donc, j'ai une multiple casquette et donc j'interviens avec tout type de public. Tout de suite, pour commencer, je vais repartir d'une définition très simple de la préparation physique. Donc, si on reprend les propos de Fred Aubert, il estimait que c'était une partie intégrante de la préparation sportive. Si on revient sur ce que disait Michel Pradet, c'était un ensemble de processus qui permettaient le développement et l'utilisation des qualités physiques des sportifs. Et si on fait une synthèse de l'ensemble, en gros, l'objectif pour nous dans la préparation physique, c'est de développer de manière harmonieuse l'ensemble des qualités nécessaires à la réalisation d'une performance motrice. Ça permet de refixer le cadre. Donc, la préparation physique, c'est en gros préparer le corps à effectuer une activité, assurer les fondations de l'activité de compétition, faire en sorte que chacune des qualités physiques puisse s'exprimer au moment voulu ou au moment venu, on le verra tout à l'heure, et puis surtout, rendre le corps intelligent. Alors, vous le verrez, mes propos, c'est un parti pris, je le redirai tout à l'heure. Je pars toujours du même postulat de départ, qui est de dire que entraîner, c'est faire des choix et les assumer. J'assume la totalité des propos que je vais tenir évidemment ce soir. Et surtout, l'athlétisme d'aujourd'hui est enrichi du passé et construit au présent. Donc, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai décidé, ce ne sont pas que mes propos, c'est aussi lié à mon parcours de vie et mon parcours d'expérience, et c'est lié à l'influence de mes formateurs, des entraîneurs avec lesquels j'ai été amené à collaborer, des athlètes avec lesquels j'ai été amené à collaborer, et puis aussi les gens qui m'ont marqué dans mon apprentissage de mon métier de technicien en athlétisme. Ces gens-là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ce sont évidemment des gens comme Olivier Valaès, Philippe Lénier, Jean-Jacques Bem, Richard Curzas, etc. Donc,
les qualités physiques et la préparation physique, l'objectif, ça va être répondre aux exigences physiques de mon activité. C'est pour ça que je vais faire de la préparation physique. Ça va me permettre de développer des qualités physiques nécessaires à la réalisation de ces tâches motrices et assurer l'intégrité physique de mes athlètes. Si on reprend l'ensemble des qualités physiques, les qualités physiques principales, ce sont la force. Donc, la force, c'est la capacité que l'on va avoir à déplacer une masse. Et ça peut être évidemment couplé aussi avec la vitesse. La souplesse, qui est l'amplitude du mouvement que peut réaliser une articulation. La vitesse, qui est la faculté de réaliser un mouvement dans un minimum de temps. L'endurance, qui est la possibilité de réaliser un effort continu sur une longue période de temps. Et les éléments de coordination, qui sont les capacités à enchaîner des mouvements pour réaliser des gestes précis. Ce qui est important à prendre en considération dans la préparation physique, et ce qui va avoir un réel impact dans le choix d'utiliser justement les haies comme moyen de développer mes qualités physiques dans le cadre de la préparation physique, c'est cette notion d'interdépendance des qualités physiques. On a vu force, vitesse, endurance, souplesse, coordination. Et moi, je rajouterais aussi, et la liste n'est pas exhaustive, la notion de rythme, la notion d'équilibre, la notion de résistance, qui ne sont pas en elles-mêmes considérées comme des qualités physiques, mais qui sont tout aussi importantes dans la réalisation d'une tâche motrice complexe, comme c'est le cas en athlétisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes les qualités motrices sont nécessaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'elles vont être utilisées à leur utilisation sera faite à des degrés différents. Ces qualités physiques, elles vont s'exprimer toutes ou partie au moment de l'activité. Dans ce cadre-là, il est important de ne pas négliger le développement de chacune de ces qualités physiques. Et il sera aussi important de favoriser les points importants prédéfinis par les tâches motrices qu'on va choisir. L'athlétisme, on a quand même la particularité d'avoir des très grandes différences de motricité ou de coordination, que ce soit entre les courses, les sauts, les lancers. Un petit point, je ne vais pas insister très longtemps, mais qui sont les facteurs de la performance. On a les facteurs influençant la performance, mais échappant plus ou moins à l'action de l'entraîneur et de l'entraînement. Ce sont tous les aspects conditions matérielles, conditions d'entraînement, prédispositions individuelles sur lesquelles je n'ai pas d'impact, et les conditions sociologiques. En revanche, les facteurs influençant la performance que l'entraînement peut modifier et sur lesquels l'entraîneur va avoir un impact, ce sont les éléments liés à la condition physique, aux capacités psychologiques et tactiques et à la coordination technique. Et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation. En gros, moi, ce qui me fait choisir et ce qui me fait dire que les haies sont un moyen intéressant pour travailler et préparer le corps à l'activité physique et développer les aptitudes des athlètes, c'est qu'en gros, avec les haies, on va quasiment pouvoir impacter l'ensemble de ces éléments-là, à la fois évidemment la coordination technique, les capacités psychologiques et tactiques et la condition physique. Alors, je vous ai juste remis un petit graphisme, c'est assez important à mes yeux, c'est juste de montrer que les capacités physiques, les qualités physiques, elles doivent se développer relativement précocement. Il faut qu'on ait un impact dessus rapidement. Chez les filles, le pic de croissance et le pic d'apprentissage, il est situé entre 8 et 15 ans, en fonction des différentes qualités physiques. Chez les garçons, c'est un peu plus tardif, entre 13 et 15 ans. Ouais, pardon. Mais vous voyez que si on n'a pas d'impact de manière précoce et précocement sur ces qualités physiques, eh ben, on va sans doute passer à côté, où on va avoir plus de difficultés à développer un certain nombre d'éléments dans ces qualités physiques. Je reviens sur l'autre point qui est entraîner, notre rôle en tant qu'entraîneur. Entraîner, c'est évidemment
donner de l'entrain, stimuler l'envie, apporter de l'innovation et du plaisir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je le disais tout à l'heure, entraîner, c'est faire des choix et les assumer. Je l'ai dit aussi en préambule lorsque j'ai démarré que j'ai pris la parole et que j'ai démarré mes propos. L'athlétisme d'aujourd'hui est enrichi du passé et construit au présent. Et le dernier point, ça me semble extrêmement important, c'est des éléments essentiels dans l'apprentissage. C'est pour qu'il y ait apprentissage, il est nécessaire qu'un organisme placé plusieurs fois dans la même situation modifie son comportement de manière systématique et relativement durable. Notre rôle en tant qu'entraîneur, ça va être permettre à nos athlètes d'apprendre un geste nouveau facilement, de l'exécuter avec plus ou moins de décontraction. Et en tout état de cause, l'absence de travail orienté sur les coordinations motrices, coordination, agilité, adresse, dans la période sensible qui se situe principalement entre 6 et 12 ans, va amener de grandes difficultés dans la suite de la carrière athlétique des athlètes, notamment dans le cadre des acquisitions techniques complexes réalisées notamment à très haute vitesse. Et qui dit très haute vitesse dit nécessaire à la performance. L'objectif pour nous en tant qu'entraîneurs, et vous verrez, ça fera le lien avec la suite sur les choix par rapport à OE, c'est de permettre l'acquisition d'un geste juste, un geste individualisé, adapté aux caractéristiques des enfants ou des athlètes, qui préservera à la fois son intégrité physique, mais aussi qui va répondre à un geste contraint par l'activité ciblée en athlétisme. Ça va être aussi apprendre un geste juste qui va permettre à l'athlète d'atteindre son propre haut niveau, mais surtout, qui va apprendre un geste juste qui ne va pas empêcher l'athlète d'atteindre son haut niveau. Il y a des principes à ne pas oublier. Le premier point, c'est le corps, c'est un tout, c'est un ensemble. Le deuxième point, c'est une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et donc, ça a une vraie incidence et une vraie importance quand on va parler de l'organisation du corps, notamment dans les… Au niveau des moyens de développement de ces différentes capacités physiques qui vont rentrer en ligne de compte dans notre préparation physique, on a la possibilité d'utiliser la musculation, le stretching, l'intervalle training, le travail technique et les haies. Et justement, pourquoi le choix des haies, évidemment, dans la préparation physique? Alors, le premier point, il est lié à l'éducation à la posture. La notion de proprioception, de gainage, en privilégiant principalement la notion d'équilibre et de précision. Le deuxième choix des haies dans la préparation physique, c'est que ça va avoir une vraie incidence sur l'intention de renforcer le caisson abdominal et surtout le placement du bassin. Placement du bassin en légère rétroversion, qui va être l'élément de liaison essentiel, qui sera la base de la stabilité pour la locomotion dans notre activité athlétique. Le but du jeu, ça va être courir juste pour être efficace. Puis le troisième point, qui est un point essentiel, et c'est d'ailleurs par là que moi je démarre systématiquement avec les athlètes, aussi bien à l'entraînement quand on reprend, ou même sur les périodes de travail préalables au cycle d'entraînement, mais aussi quand j'arrive en stage, c'est le fait d'éduquer le pied, qui est le seul contact avec le sol. La base de tout, c'est notre pied, et l'éducation du pied est primordiale. Et c'est pour ça, vous le verrez tout à l'heure, dans les illustrations que je vais vous proposer en vidéo, que je fais le choix notamment de faire travailler les athlètes, que ce soit des grands ou des plus jeunes, pieds nus, parfois dans le sable, en créant, en mettant en place parfois de l'incertitude, en travaillant pieds nus dans le sable, avec de l'instabilité, des balance boards, des petites galettes qui vont permettre de travailler sur l'aspect dynamique du pied. Les haies, ça va nécessiter de mettre en place des savoir-faire précis pour pouvoir être pertinent et que notre travail sur les haies soit efficace. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse demander aux athlètes, et il va falloir que les athlètes aient la capacité à mettre en place des savoir-faire. Le premier, ça va être savoir se concentrer. Le deuxième point, ça va être avoir un gainage utile.
savoir appliquer des forces au sol, savoir également s'adapter à toutes les situations de travail. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai essayé de couvrir un grand nombre de situations de manière à justement pouvoir vous montrer toute cette capacité d'adaptation sur le travail technique avec les haies. Savoir formaliser les intentions athlétiques et les transférer en situation de compétition. Et puis, le plus important, c'est que la gestion de l'équilibre, ça va permettre de donner une grande solidité. Et si le corps est solide, fort, solide et indéformable, on aura des meilleures restitutions d'énergie et donc une plus grande efficacité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gammes marchées, les cols de course, c'est important. Pourquoi? Parce que la coordination, c'est une habileté motrice à travailler très jeune. Alors, les phases sensibles, on l'a vu, hein, c'est 6-12, mais l'acquisition de la marche et de la course, c'est 0-12 ans. C'est un élément capital dans les acquisitions motrices, dans l'économie gestuelle et évidemment dans la notion de protection musculaire et articulaire. Alors, quand on va parler de haies et de travail sur les haies, on va aborder un certain nombre d'éléments. Et le but du jeu, ça va être de conserver des intentions athlétiques. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'aller du lent vers le très vite. Mais vous pouvez très bien avoir un avis différent. Le but du jeu dans les intentions athlétiques qu'on va essayer de conserver, la première, ça va être progresser vers l'avant. Toujours faire avancer le bassin sur l'appui. Le deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure, éduquer le pied et jouer sur un équilibre dynamique. Le point numéro 3, ça va être conduire des segments libres. Et puis le point numéro 4, ça va être maîtriser, accepter la notion de déséquilibre. En termes d'intention, et vous le verrez avec les vidéos qui vont suivre là juste après, on va avoir dans les intentions, 1, conserver l'axe, 2, sur les haies, partir en genoux, 3, avoir des actions qui vont vers le bas, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de force solide indéformable. Sur l'action de la jambe libre, le genou libre qui va progresser vers l'avant. Il va falloir dans les intentions être capable à la fois de maîtriser les temps forts, maîtriser les rythmes, savoir attendre au sol et conserver des alignements segmentaires. Pour toutes ces raisons, vous voyez qu'à un moment donné, la quantité d'intentions et de variables possibles à mettre en place avec les haies nous permet d'avoir des solutions quasi infinies ou des possibilités quasi infinies à proposer à nos athlètes. Je parlais tout à l'heure de diversité, de créer de l'innovation. Voilà. Les haies, c'est un moyen parmi tant d'autres pour permettre aux athlètes d'acquérir des compétences motrices et de devenir le plus compétent et performant possible. Dans les variables et les intentions, les temps forts qu'on mettra, alors je le détaillerai sur les vidéos qui vont venir juste après, on aura des variables et des intentions en fonction des temps forts. Soit c'est sans intention, soit ça peut être sur des intentions sur une seule jambe, sur les deux jambes. On aura des variables qui sont liées à l'action des bras, à l'action des jambes. On aura des variables qui vont être liées à la notion de rythme, de tempo. On le verra tout à l'heure, sur le fait de travailler dans l'intervalle sur des appuis pairs, des appuis impairs, des appuis lents, des appuis rapides. On va passer de tout petit à des secteurs balayés le plus grand possible. Le but du jeu pour moi, ça va être d'explorer les extrêmes, d'augmenter la difficulté et les coordinations, des gammes techniques de plus en plus difficiles. Vous verrez tout à l'heure, on en parlera peut-être lors de l'échange. J'ai, dans le cadre de la mise en place d'actions en lien avec les préférences motrices des athlètes, en gros, je vais considérer que toutes les parties qui sont difficiles, qui sont à s'appuyer ou à s'attacher à travailler sur les coordinations motrices pas évidentes, ou sur la mauvaise jambe d'attaque, par exemple, chez des coureurs de haies, je vais le faire loin de la compétition, de manière à ce que quand on va revenir sur la période de compétition, on soit uniquement dans du positif et surtout de la vitesse. Et puis, jouer avec l'essence. Jouer avec l'essence, ça va être le regard, donc la vue, l'ouïe, le toucher. Et je n'hésite pas à faire travailler les athlètes à l'aveugle sur les haies. J'ai assez parlé et maintenant, j'ai fait en sorte d'essayer de vous présenter un certain nombre de vidéos que j'ai essayé d'organiser
pour répondre à cette commande qui était la place des haies dans la préparation physique. Donc, ces vidéos, elles sont extraites de plusieurs séquences, soit sur les stages athlés 2024 ou 2028 à Reims, donc la génération 2000, enfin ceux qui étaient en stage en 2020 ou 2021, donc décembre 2020 ou octobre 2021, et sur les élèves qui sont en section sportive scolaire 49, et puis pour également, pour partie des vidéos, les athlètes avec lesquels j'ai la chance de collaborer dans le cadre du centre d'entraînement départemental. Donc, premier point, c'est un exemple. C'est juste pour dire que voilà, on peut positionner, on peut utiliser le moyen que sont les haies un petit peu tout le temps. Donc là, le premier exemple, la première vidéo, ça va être dans un cadre aérobie lors de mise en route ou de travail justement aérobie. Donc là, vous avez des élèves de section sportive. Et là, ils ne sont pas sur un warm-up, hein, ils sont véritablement sur une séquence de travail. On était sur une séquence de travail développement aérobie et sur cette séquence-là, pardon, ils étaient sur du travail en minutes. Et sur le tour du stade, il y avait 6 haies qui étaient disséminées de manière complètement aléatoire, avec à chaque fois 3 hauteurs de haies. 0,55, 0,60 et 0,65. Et donc, en fait, les athlètes, en fonction de leur envie, pouvaient aller franchir n'importe quel obstacle. Et ensuite, revenir se positionner au couloir 1 et continuer le travail aérobie qui était proposé. Dans le même ordre d'idées, ce genre de travail, on peut aussi le mettre en place lors des warm-up, plutôt que de partir sur un banal travail aérobie autour d'un stade. On peut faire un petit parcours sur l'herbe avec des obstacles à franchir. Ensuite, on va passer sur les gammes marchées. Donc, à chaque fois, je vais essayer de vous détailler les intentions et la logique qui était mise en place ou demandée. Donc là, on est sur des gammes marchées sur un stage U16 à Reims, sur le stage de cette année. Et donc là, on est sur des gammes marchées avec comme intention particulière de chercher un corps fort, solide, indéformable. L'intention principale, c'était d'aspirer nombril dans colonne de manière à placer correctement le bassin. Vous voyez qu'il travaille pieds nus et on était sur un travail de déroulé de pied, talon pied à plat plante, avec des alternances de petites et de grandes petites haies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce travail-là, on peut aussi le faire en travaillant sur les segments libres. Donc là, le haut du corps, je leur demandais pour le coup d'essayer de fixer le plus haut possible, de se grandir le plus haut possible, avec toujours la même demande, la même intention. C'était d'avoir pointe de genou, hauteur de hanche et le talon qui suivait le tibia péroné dans le cycle de déplacement. Donc, à chaque fois, il déroulait talon-pied à plat plante sur 2 appuis dans l'intervalle et ils avancent. Donc là, voilà, de manière dynamique. À chaque fois, on essaye d'appuyer au sol de manière à ce que la pointe de genou remonte hauteur de hanche. Voilà, et ça déroule avec toujours comme intention d'être grand, fort, solide, indéformable. Donc, si on revient sur des éléments un peu plus précis, voilà ce que ça donne dans l'intervalle. Donc, tout à l'heure, vous voyez, en termes de coordination, c'était du 2 appuis. Là, on passait sur le travail qui leur était demandé sur le stage. C'était une alternance, 3 appuis, 4 appuis. Donc, je vais remettre la vidéo de manière à ce que vous voyez bien. Voilà. Là, je leur demandais plus d'être en déroulé de pied, talon-pied à plat plante, mais de rester en plante de pied, avec toujours cette intention de soulever genoux et d'appuyer fort au sol. La même chose avec des gammes marchées sur des haies, avec ici un faible écart, pas d'intention particulière, juste du 2 appuis dans l'intervalle,
Les seuls repères qu'on peut leur demander, c'est conserver l'axe, toujours partir en genou, d'avoir une action sur la jambe d'attaque qui va vers le bas le plus vite possible derrière l'obstacle, et puis de faire avancer le bassin vers l'avant. Voilà, sur une autre situation, toujours les mêmes intentions, toujours la pointe de genou qui va vers l'avant et on essaie de passer sur l'appui. Vous voyez, si j'ai mis ce type de vidéo, c'est quand même pour illustrer que voilà, on a des intentions, mais que les intentions, c'est pas parce que nous on les a en tant qu'entraîneur qu'elles sont faciles à appliquer par les athlètes. Donc sur la première vidéo, vous voyez les intervalles étaient relativement courts et sur la deuxième vidéo, l'intervalle est un petit peu plus grand. Il faut aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude en gardant les mêmes intentions de course. Donc là, tout à l'heure, on avait du 2 appuis dans l'intervalle. Et là, même chose, on va avoir une mobilisation. Le bassin qui avance, puisque je demande un appui dans l'intervalle. Là, sur la situation, Alexandre, il va trop vite. Il ne maîtrise plus les placements et les alignements. Mais parce que, voilà, en mettant de la vitesse, ils ont moins de difficultés à faire avancer le bassin sur l'appui. Ensuite, on va aborder les gammes marchées sur les haies avec des éléments de coordination précis. Donc là encore, on revient sur le stage. Donc un exercice que je fais faire assez régulièrement, qui est assez intéressant parce qu'il permet d'isoler et de faire presque des arrêts sur image sur les intentions qui sont posées. Donc la jambe d'attaque, elle vient se poser sur la haie. Donc on part bien en genou. On respecte l'axe dans cette attaque. Ensuite, on cherche à se grandir le plus possible et la jambe d'esquive va revenir. Je vais remettre la vidéo. Hop, là. La jambe d'esquive, elle va venir, donc pointe de genou. L'objectif, c'est pointe de genou dans le pli du coude et la pointe de genou ne doit pas aller vers le sol. La pointe de genou doit aller vers l'avant et légèrement vers le haut. On ne doit pas laisser tomber le genou. Exercice de coordination qui est assez intéressant. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être couplé avec d'autres éléments, notamment le fait d'isoler le travail du bas du corps, d'enlever le rôle équilibrateur, mais aussi le rôle perturbant du haut du corps et des bras. On remet. Donc là, vous voyez, c'est des athlètes donc catégorie minime qui sont passés KD1 cette année. Pour lesquels il y a une grande différence, il y a une grande hétérogénéité en termes de coordination. Ils ne sont pas arrivés tous avec le même bagage moteur et le même bagage technique. Donc la même chose, comme on l'avait tout à l'heure sur d'autres exercices sur les haies, les mêmes éléments de coordination avec la commande d'avoir le medicine ball le plus haut au-dessus de la tête, dans l'axe du corps, ce qui pose aussi des problèmes de représentation pour certains. Donc, sur ce stage-là, par exemple, je prenais le temps de filmer et de leur montrer ensuite ce qui a été réalisé pour qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, le medicine ball, il n'était pas au-dessus de la tête, il était en avant, que je leur demandais d'éloigner le plus possible le medicine ball de manière à se grandir le plus possible et les bras étaient semi-fléchis ou carrément fléchis. Et voilà, c'est très intéressant de coupler ce travail technique de précision avec des éléments vidéo pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils mettent en place. Ensuite, toujours sur des gammes marchées, un travail avec fermeture. Le but du jeu, ça va être de fermer les chaînes donc, vite au sol, jambe d'attaque vite au sol et sur ce qui serait la jambe d'esquive, on vient chercher la cheville pour fermer la chaîne le plus possible en essayant d'avoir comme repère le talon sous la cuisse et pas le talon sous la fesse, ce qui a comme incidence de faire monter le genou. Donc là encore, sur ce travail de haie, on a à la fois un travail de coordination et de motricité, mais aussi un travail sur les repères et sur l'équilibre. Vous voyez que donc, du coup, je suis à cheval sur la ligne blanche. Et le but du jeu, c'est qu'ils aient la capacité à rester, à se maintenir sur cette ligne-là.
Même chose avec, là pour le coup, on rajoute une intention. Il n'y a plus de blocage sur jambe d'esquive. On va être vite derrière la haie. C'est vite au sol, vite au sol, vite au sol. Alors, dans les intentions, on va avoir vite au sol, mais toujours en genou, sans chercher à shooter. Et on essaye de maintenir les appuis sur la ligne. Autre exercice intéressant, plutôt orienté effectivement haie, c'est un exercice de coordination où on va travailler sur je sautille avant la haie et je vais chercher à venir appuyer le plus vite possible et ramener ce qui est ma jambe d'esquive le plus vite possible aussi au sol. Donc, jambe d'attaque le plus vite possible au sol, on fait avancer le bassin et je ramène ma jambe d'esquive aussi. Vous voyez bien par rapport aux différents athlètes en vidéo que cette coordination, ça pose des problèmes. C'est-à-dire de dissocier le travail jambe droite, jambe gauche, ça leur pose un certain nombre de soucis. Ensuite, toujours des gammes marchées avec les haies, sur des haies avec, on va rajouter des éléments d'instabilité en lien avec l'équilibre. Donc, l'entrée dans cette situation, moi j'utilise très souvent des balance boards, des Bosu ou des plateaux de Freeman pour justement travailler les préventions des blessures et l'éducation de la cheville. Mais je l'utilise aussi évidemment sur les haies. Donc là, au sol, vous avez des galettes, des petits plateaux de Freeman. Et une fois qu'ils vont être prêts qu'ils vont être passés dessus, on va rajouter en plus les haies. Donc là, le même exercice, on va venir jouer sur la notion d'équilibre. La jambe d'attaque, elle attaque en genou. Et sur la jambe d'esquive, on vient fermer la chaîne, chercher la cheville. Le repère, c'est talon sous la cuisse. J'essaie de fermer le plus possible cette chaîne-là. Et je joue sur l'instabilité. Évidemment, le travail, il est à répéter sur les deux jambes. Une quantité non négligeable de fois. Lorsque je mets en place ces exercices et ces ateliers-là à l'entraînement, alors ils ont 2 séances plutôt orientées préparation physique avec des aides dans la semaine, ce groupe-là. Mais ce travail sur l'équilibre, on le fait à minima au moins une fois par semaine. Par rapport à la notion aussi d'inconfort et d'instabilité, bah, évidemment travailler à l'envers, en marche arrière. Alors, on va venir mobiliser toute la chaîne postérieure et puis jouer aussi sur les repères. Donc, je cherche à me déployer. Il n'y a pas d'objectif d'aller vite. Le but du jeu, c'est de se placer correctement, de conserver les épaules dans l'axe, un placement du bassin juste et ne pas hésiter à mettre des temps d'arrêt de manière à se rééquilibrer. Comme c'est un moyen, comme les haies sont aussi un moyen de développer les qualités physiques pour l'ensemble des disciplines, on peut aussi travailler en rotation sur les haies. Avec, là encore, on joue sur les repères. On travaille sur la notion de déplacement du corps dans l'espace. Ça pose des problèmes en fonction des catégories, des qualités motrices des athlètes. Là, l'exemple de l'athlète qui est à l'écran, là, justement, Lucas. Lucas, c'est un athlète qui est arrivé relativement tardivement en athlète, qui arrive du basket, qui est très grand et qui a des problèmes d'organisation dans l'espace, notamment quand on est en train de travailler sur d'un sprinter. Des éléments de coordination sur les haies, je continue. Donc là, on est sur du petit travail de rebond, sans intention particulière dans un premier temps. 2 appuis en
entre deux appuis dans l'intervalle, avec comme repère, j'appuie au sol et ma pointe de genou hauteur de hanche. Dans un premier temps, pas d'intention particulière. Et puis, au fur et à mesure des séquences, ou dans la séance, ou dans le cycle d'apprentissage, on va mettre en place des intentions supplémentaires et notamment des intentions. Donc là, on va être toujours sur ce travail avec un petit peu plus d'amplitude, donc plus d'écart entre les mini-obstacles. Donc là, on était sur du alternance, deux appuis, un appui. Donc, deux appuis entre les oranges, puis après on passe sur des obstacles un peu plus hauts et on va être sur un appui dans l'intervalle avec toujours le même repère, j'appuie fort, genou haut et le corps orienté, je me grandis le plus possible. Ensuite, on va éventuellement passer sur l'alternance, donc là on va passer sur du 3 appuis. Donc, la difficulté pour certains, c'est d'être capable de fixer genou dans l'intervalle et de faire avancer le bassin, là encore, sur l'appui. La même chose en fixant les bras, alors par exemple derrière la tête ou au-dessus de la tête. Donc là, sur l'exemple en vidéo, vous allez avoir sans medicine ball, mais on peut aussi bien proposer l'exercice avec medicine ball. Là, normalement, on était sur un exercice en 3 appuis. Wassim, il était sur du 4. Et derrière, vous pouvez très bien mixer, créer de l'inconfort, passer sur une alternance 3-4, 3-4 ou 2-3-4, 2-3-4, de manière à ce qu'on travaille aussi sur les éléments de coordination. Donc, la même situation, mais là, on va rajouter du coup un temps fort. Donc, par exemple, temps fort avec objectif d'appuyer fort derrière l'obstacle, avec toujours comme intention, je pars en genou, j'appuie fort derrière et pointe de genou, hauteur de hanche. Et dernier petit exercice de coordination que je mets en place relativement régulièrement, des petits exercices de pliométrie basse d'avant en arrière avec temps d'arrêt, ce qui peuvent très bien être intégrés dans des circuits training de début de saison. Là encore, par rapport à ces exercices-là, vous pouvez proposer des exercices avec des intervalles plus ou moins grands ou des obstacles plus ou moins grands. Je reviendrai en toute fin d'intervention sur la problématique justement de la plio et des exercices de plio sur les haies. On voit cet exercice proposé très régulièrement dans les clubs, notamment et même chez les plus jeunes. Et je montrerai pourquoi voilà, je ne vais pas intervenir particulièrement sur ces éléments de pliométrie au-dessus des haies. La coordination sur les haies, je continue. J'utilise un exercice qui s'appelle le carré. Donc, on va venir travailler jambe d'attaque, jambe d'esquive, revenir en arrière et inverser la jambe qui avait attaqué la fois précédente. Donc, on va alterner à chaque fois attaque jambe droite, et attaque jambe gauche. Donc là, on a à la fois des éléments de coordination, toujours cette problématique ou ces intentions à mettre en place, l'attaque en genou, je suis haut, je regarde loin devant, mon bassin placé, nombril dans colonne, et puis le fait de s'organiser, se servir de ces segments libres et d'essayer de conserver 2 éléments. Un, l'organisation du corps dans l'axe, de ne pas tourner ni le bassin ni les épaules. Cet exercice-là, une fois que les athlètes sont plutôt aguerris sur l'exercice, on peut changer jambe d'attaque, jambe de retour. Donc la jambe d'attaque, c'est elle qui revient en dernier et à chaque fois, c'est elle qui redémarre. Et donc à chaque fois, on peut trouver d'autres solutions, mixer le travail. On fait par rapport au carré, jambe d'attaque, jambe d'esquive qui revient derrière, jambe d'attaque qui revient et on rechange de jambe. Voilà. Donc, la difficulté, dans un premier temps, c'est de réussir à s'organiser, d'être suffisamment loin de l'obstacle
de manière à pas être obligé de couronner, mais bien d'attaquer, de partir en genoux et d'être dans l'axe. Et ensuite, vous pouvez venir travailler sur des intentions dans l'intervalle, du 2 appuis, du 3 appuis, pour essayer de jouer soit sur la fréquence, soit sur l'amplitude dans l'intervalle. La même chose avec éventuellement un medicine ball ou une petite haie au-dessus de la tête. Le but du jeu étant, là encore, de respecter des alignements forts, solides, indéformables. Dans un premier temps, en début de saison, on peut bien travailler pied à plat et ensuite, on va leur demander de rester plante de pied, d'être de manière à être solide, indéformable, dynamique. Bon, là, j'ai mis une petite aparté. L'idée, tout à l'heure, en préambule, je disais, le but du jeu, c'est aussi de s'amuser et de prendre du plaisir. Alors, voilà le genre d'exercice qu'on peut mettre en place. On concilie à la fois du travail technique au-dessus de la haie et puis du travail de vitesse et de coordination en duel dans un groupe. Donc là, c'est une vidéo parmi d'autres. Et on était dans une séquence de travail technique en début de saison. Ensuite, on va passer sur les déplacements dynamiques, déplacements variés sur des petits obstacles. Donc là, on va être sur du 2 appuis dans l'intervalle, sans chercher à avoir d'intention particulière, juste du contrôle placé, pointe de genou, hauteur de hanche, genou haut. Je cherche à rester placé, équilibré, à faire avancer mon bassin. Et puis, au fur et à mesure, je vais essayer de commencer à créer un petit peu de vitesse, mettre un peu plus d'intention pour ensuite essayer de créer de la vitesse dans l'intervalle. Et donc là, sur cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est d'entendre la différence et la variation du rythme au sol au niveau des appuis. Voilà. Toujours la même chose, des éléments de motricité. Donc là, vous allez avoir 2 parcours. L'athlète qui est en maillot noir, Sofiane, il est sur du 2 appuis. Et Wassim, qui est en maillot bleu, il est sur du 3 appuis dans l'intervalle. Alors, en fait, tu as parlé d'écouter, mais on n'a pas de son, Émeric, en fait. Comment? On n'a pas de son sur tes vidéos. Ah, aucune? Non, en fait, tu n'as pas dû cocher le partage audio du… Bah, après tout, c'est pas très grave. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément gênant en termes de par rapport à la compréhension des différentes vidéos. Donc là encore, hein, comme je le disais, on peut mixer du 2 appuis, du 3 appuis. Donc là, dans cette séquence-là, ils étaient passés sur de l'alternance 2-3, 2-3, 2-3 ou 2-3-4, 3-2 pour jouer justement sur le contraste et réussir à s'organiser dans l'intervalle. Et puis ensuite, progressivement, on va attendre vers du… alors là, Wassim, il est sur du 1 appui dans l'intervalle. Donc le but du jeu, c'est de rester haut. Et Martin, qui est sur le côté, lui, il était dans du 3 appuis dans la séquence avec les petites haies. Des déplacements variés sur les haies. Donc là, on va avoir, au fur et à mesure, on va commencer à rentrer dans des activités un petit peu plus portées sur les haies. Et je n'irai pas beaucoup plus loin, parce que le but du jeu, c'était bien de travailler sur la préparation physique et l'utilisation des haies dans la préparation physique de manière à ce que ça puisse intéresser tout le monde et pas rentrer dans des spécificités propres au hurdler. Donc là, Alexandre, il est dans du 2-4, 2-4. Donc, vous voyez, dans un premier temps, le but du jeu, c'est de le faire à vitesse réduite, d'essayer de maîtriser, de contrôler les alignements et les placements, maîtriser le travail aussi bien avec attaque jambe gauche qu'attaque jambe droite. Et au fur et à mesure que la situation commence à être assimilée, eh ben, on est capable de commencer à mettre un petit peu plus de vitesse. Donc là, Grégoire, il est sur la même dynamique, mais lui, on va lui demander, là, dans un premier temps, c'est du 2 appuis. Grégoire et Alexandre, c'était ça. Donc 2 appuis, 2 appuis.
3 appuis, 3 appuis. Donc, c'est du 2-2, 3-3. Avec toujours la même intention, faire progresser le bassin vers l'avant, avoir un appui fort, solide, indéformable, conserver l'axe, partir en genou. Et donc, en fonction des périodes, des profils, des préférences motrices des différents athlètes, on va insister sur telle ou telle intention. Petit exercice qui est extrêmement intéressant. Donc là, on est passé sur du demi-franchissement. Vous avez sans doute connaissance des exercices qu'on va faire sur du demi-franchissement. Plutôt rester soit sur jambes d'attaque en demi-franchissement, soit sur les intentions jambes d'esquive. Là, on va mixer les deux puisqu'on est dans du 3 appuis dans l'intervalle. Et donc, du coup, 3 appuis dans l'intervalle. On commence esquive, attaque, esquive, attaque, esquive, attaque. Donc, le jeu de coordination, il est extrêmement intéressant et au fur et à mesure, on va rajouter des intentions supplémentaires qui seront, par exemple, vite derrière l'obstacle. Donc, les repères que je vais donner, par exemple, sur le travail jambe d'esquive, ça va être le jambe d'attaque malléole à la latte, de manière à ce qu'il ne soit pas amené à shooter. Donc, on part bien en genou, on vient poser, on vient amener la cheville au niveau de la latte. Et donc, derrière, on va pouvoir appuyer fort, solide, indéformable derrière l'obstacle avec comme intention de faire revenir la jambe d'esquive le plus rapidement possible au sol et de faire avancer le bassin, le genou vers l'avant. Donc là, on était sur du 3 appuis sur du demi-franchissement avec une alternance attaque et esquive. Et là, on va passer sur du 3 appuis dans l'intervalle avec un espacement des obstacles très limité pour les empêcher de prendre de la vitesse et travailler sur juste du placement. On est 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, les intentions, ça va toujours être les mêmes. Hein. Ça va être le placement du bassin, ça va être partir en genou, conserver l'axe, engager l'épaule opposée sur le travail. Et au fur et à mesure, on va pouvoir accroître l'intervalle, évidemment, entre les obstacles, soit pour conserver ce travail sur les deux jambes, attaque à droite et attaque à gauche, mais aussi, ensuite, passer sur la situation suivante, qui va être de travailler sur du 2 appuis dans l'intervalle avec jambes d'attaque préférentielle. Mais aussi, dans le plan de formation du jeune athlète, c'est toujours intéressant, même si à haut niveau, il y aura peut-être moins d'intérêt à aller travailler sur la mauvaise jambe, de faire travailler les athlètes sur les deux jambes. Donc, avec cette intention de vite derrière l'obstacle toujours. Donc là, on avait un intervalle avec Pablo qui était un intervalle très réduit. Et là, avec Mathieu, on va avoir une mise en place d'un peu plus d'amplitude dans le cycle de course pour une raison très simple, c'est que l'intervalle entre L et A est plus important. Voilà, j'en ai fini sur les vidéos. Je vais terminer par 2 éléments. J'aime bien toujours utiliser des petites citations avec les athlètes et lors des formations dans lesquelles je suis amené à intervenir. Le premier, c'est les 2 citations, c'est des citations d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on va atterrir dans les étoiles. Et puis le deuxième, ça fait du lien avec ce que je vous disais en ouverture de cette conférence. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est-à-dire que entraîner, c'est faire des choix et les assumer. L'objectif de la formation continue, c'est d'échanger avec les autres, d'aller chercher des éléments qui vont vous parler chez un entraîneur, chez un autre, et de faire votre propre soupe. Il n'y a pas de potion magique. C'est pas possible de reprendre des éléments, de reprendre tels quels les éléments qui ont été mis en place par un certain nombre d'entraîneurs. Il faut être capable de proposer ses propres contenus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes athlètes et que notre objectif, c'est de travailler avec les athlètes dans leur intérêt et pas en fonction de nos habitudes. Et puis, notamment de s'intéresser
à leur souhait, à leur volonté, à leur préférence motrice notamment. Voilà. Yannick, je ne sais pas. Ah oui, si, dernière petite chose. C'était tout à l'heure, je vous ai dit, je n'ai pas abordé la problématique de la pliométrie verticale, notamment le travail de rebond au-dessus des haies. Bruno Gagère avait fait des travaux il y a quelques années pour montrer justement l'importance ou l'incidence que ça pouvait avoir sur l'organisme. Le travail, voilà, squat jump, c'est 2,5 fois le poids de corps. Et quand on fait un travail de rebond sur des haies, alors même pas forcément sur des très grandes haies, hein, mais le travail de pliométrie au-dessus des haies, c'est 7,6 ou 7,9 fois le poids de corps. Et donc, quand je vois des petits dans les catégories Benjamin minime qui mettent en place, qui réalisent ce genre d'exercice alors que le bassin n'est pas placé, qu'ils n'ont pas la capacité à être fort, solide, justement indéformable, à être suffisamment éduqués, je me dis qu'il y a peut-être autre chose à mettre en place avec ces différents athlètes que de proposer un travail de pliométrie très spécifique et très exigeant en termes de qualité physique et motrice chez les athlètes. Et très dangereux aussi. Oui, très dangereux si c'est mal fait. Faut le dire. Parce que ça a un vrai intérêt, mais si c'est bien amené et si les athlètes sont capables d'encaisser et d'assimiler le travail de pliométrie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Alors, j'ai l'habitude, comme il y a pas mal de monde, plutôt de travailler par écrit. Après, s'il y a des gens qui veulent poser des questions en direct, pourquoi pas, mais l'idée, c'est que je puisse relayer les questions qui arrivent. Donc, vous avez l'onglet discussion pour poser vos questions, donc n'hésitez pas. Je vais commencer par moi, puisque je viens de en termes de quantification, sur les différents âges, les différents niveaux de pratique, tu travailles comment? Est-ce qu'il y a des choses que comment tu quantifies voilà, parce que ça a un impact aussi, tous les impacts au sol, voilà, donc comment tu gères ça? Alors, chez les plus jeunes, quand je parle de plus jeunes, je vais même parler des moins de 12 ans. Je ne suis pas sur du travail technique en particulier ou de manière spécifique. Le but du jeu, c'est de laisser les coordinations motrices fondamentales fonctionner toutes seules. Donc, ce que je demande aux enfants, notamment sur les haies, c'est de passer. C'est du temps moteur. Ce que je veux, c'est ce que je dis, c'est ce que je dirais par exemple aux enfants avec lesquels je vais être amené à collaborer demain matin. Sur une séance d'1h30, moi je veux qu'ils soient en séance, en activité pendant 45 minutes à 1 heure minimum. Le but du jeu, véritablement, c'est le temps moteur. Chez les élèves avec lesquels je suis amené à collaborer en section sportive, l'objectif, ça va être donc, je les ai 2 à 3 fois par semaine en fonction des niveaux et des investissements des différents athlètes. On va avoir une séance qui sera plus à dominante technique. Et sur cette séance à dominante technique, on va avoir toujours plus ou moins 45 minutes à 1 heure de travail où le but du jeu, ça va être qu'ils soient en activité là encore. Alors, j'en ai 24 en section sportive, donc j'essaye de démultiplier au maximum le nombre d'ateliers ou d'exercices de manière à ce qu'ils soient quasiment continuellement en activité. Derrière, par contre, évidemment, je ne leur demande pas des formes de travail extrêmement coûteuses en termes d'énergie quand on est sur ce travail technique. En ce qui concerne le groupe des plus grands avec lesquels je suis amené à collaborer, alors, pour resituer, c'est un groupe qui évolue au niveau pré-France, championnat de France. Il y en a qui vont jouer sans doute des finales sur les championnats de France et puis d'autres qui vont jouer la qualification sur les championnats de France. Dans l'organisation dans la saison, on a toujours à minima sur chacune des séances dites spécifiques techniques 45 minutes à 1 heure de travail de technique avec les haies. Donc voilà, et par rapport à ce que je disais,
c'est que plus on va vers la compétition, plus je me rapproche du modèle athlétique, de motricité athlétique. C'est-à-dire que je ne vais pas aller leur demander une nouvelle situation ou quelque chose qui va les mettre en difficulté sur mauvaise jambe, enfin, sur la mauvaise jambe la veille d'une compétition. Ça, on va le travailler en début de saison ou dans la période transitoire entre la saison hivernale et la saison estivale. Donc voilà. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Yannick. C'est clair. Mais après, voilà, je peux prendre l'exemple de la séance d'hier. Il y avait le but du jeu, c'était de les mettre en difficulté avec du travail technique et beaucoup d'instabilité. Ensuite, ils avaient un travail de capacité sur les haies pour les hurdlers, de capacité pour les coureurs de plat et les sprinters. Ça a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il y avait un véritable rôle de pré-fatigue qui s'est exercé avec les 45 minutes de travail et de skills de haie. Ok. Merci. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Alors, il y a des repères pour vous par rapport à la Plio. Alors, je ne comprends pas toute la question, si vous pouvez préciser. Autant que qu'on fasse la deuxième. Le travail général des haies permet-il de basculer vers les épreuves combinées ou cela n'est-il absolument pas l'idée? Alors, ça ne permet pas forcément de basculer vers les épreuves combinées. En revanche, je vais donner une statistique. C'est que sur les 3 dernières années, sur les stages athlètes 2028, le groupe haies avec lesquels je suis amené à collaborer sur le stage, c'est souvent un groupe relativement important dans lequel la grande majorité, les 3/4, voire la quasi-totalité des athlètes sont tous extrêmement polyvalents, sont performants sur les haies, mais sont aussi performants dans les épreuves combinées. Et si on prend juste la génération qui était en stage cette année, dans les athlètes qui étaient les plus performants en athlète, sur les haies, que ce soit sur le 200 mètres haies ou le 100 mètres haies pour les garçons ou le 80 mètres haies chez les filles, ils sont aussi performants dans les épreuves combinées et dans les têtes de bilan actuellement chez les cadets, à la fois sur les haies. Si je prends par exemple un certain Alexandre Chaoago, actuellement, il a dû déjà faire 2,01 m en hauteur, mais en même temps, il était performant sur les haies. C'est la même chose pour la petite Metatumba qui était extrêmement performante sur les haies. C'est la même chose pour Jérémy Nzougou, etc. Enfin, voilà. Et si on revient sur les années précédentes, à chaque fois qu'un athlète est performant sur les haies, il a aussi la capacité à être performant dans les combinés. Les haies, c'est un élément de polyvalence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez développé votre motricité sur les haies, que vous commencez à être pertinent sur les haies et compétent, vous avez acquis un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'être aussi compétent et performant dans les autres disciplines. C'est-à-dire que si vous savez engager, appuyer fort au sol, correctement placé, avec un bassin correctement placé sur les haies, si vous allez faire derrière un saut en hauteur ou un saut en longueur, il y aura peut-être un peu moins de difficulté que quelqu'un qui n'est absolument pas capable de se placer, d'avoir un placement correct de bassin, etc. Et c'est le cas, moi je suis convaincu en fait que c'est un moyen qui devrait être obligatoire dans notre plan de formation chez les plus jeunes. C'est-à-dire que nos U14 et U16 devraient tous passer sur les haies. Et aujourd'hui, le constat, il est sans appel. Quand vous regardez les résultats de nos championnats départementaux ou régionaux, quels que soient les ligues, les comités, vous avez 30 séries de 50 mètres plats et 2 ou 3 séries de 50 mètres haies. Et pourtant, en hiver, ils ont le droit de faire le plat et les haies et un concours. Et pourtant, on n'arrive pas à avoir suffisamment de jeunes qui vont s'engager sur les haies. Pourquoi? Parce que ça demande du temps, que ça demande un petit peu de compétences de la part de l'entraîneur et que ça demande de passer un peu de temps. Alors que c'est effectivement un peu plus simple. Dans un premier temps, avec
la maturation précoce des athlètes, d'avoir des bons résultats sur du sprint ou sur de la longueur. D'ailleurs, le choix de la thématique n'est pas innocent, puisque si je parle de préparation physique à travers les haies, moi je suis entraîneur de lancer, tous les lanceurs qui sont passés avec moi savent faire des haies. Parce que justement, je suis partisan de ça. C'est pas parce qu'on fait que lancer qu'on ne doit pas savoir justement faire des haies. C'est extrêmement intéressant aussi. Dans toutes les disciplines, utiliser les haies, c'est forcément intéressant. Tout à fait. Voilà. Alors, tu parles beaucoup de préférences motrices. Quels sont les tests et à quel moment les fais-tu? Je ne sais pas du tout si on voit… Ah non. La Bible de quoi? C'est la Bible des préférences motrices. Des préférences motrices, d'accord. Qui est un bouquin Amphora, c'est Action Type. Ouais. Mais si on parle de préférences motrices, ça peut aussi être Volodalen et Cyril Gendre. C'est quelque chose qui, à mon avis, est encore… les préférences motrices, c'est encore sous-côté. Cyril Gendre parle de révolution dans les préférences motrices. Je pense que c'est une révolution actuelle. Je pense qu'on a tout intérêt à s'intéresser effectivement sur les coordinations motrices spontanées et les préférences motrices des athlètes, parce que ça va avoir un véritable impact sur notre manière de travailler avec eux et d'individualiser encore plus le travail. Je parle effectivement beaucoup de préférences motrices. En revanche, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on parte là-dessus maintenant, parce qu'on y passerait un temps fou. Moi, je suis en train de me former. On peut au moins expliquer ce que c'est la base. Oui, alors, l'idée, ça va être de définir à partir du profil de chaque athlète et de chaque individu, s'il est plutôt, alors par exemple, aérien ou terrien. Et si il est, en fonction de ses préférences motrices, on va avoir un mode de fonctionnement qui sera différent d'un individu à un autre. Et donc, il faudra forcément que nous, on soit en mesure d'adapter notre discours et notre pédagogie en fonction de ces différents publics. Alors, c'est très intéressant, mais c'est aussi très compliqué parce que lorsqu'on a un groupe de 10 athlètes, c'est très facile à mettre en place. Lorsqu'on intervient avec comme dans les clubs, c'est la réalité des clubs, avec des groupes de 20, 25, 30 athlètes avec un ou deux coachs, intégrer des éléments de préférence motrice, c'est extrêmement difficile. En revanche, ce que je peux juste préciser, c'est que moi, je suis en train de me former sur le travail, mais je le dis souvent, pour faire de la performance, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est valable évidemment chez les plus jeunes, mais c'est aussi valable et encore plus chez les plus grands. Et lorsqu'on veut faire de la performance, il faut savoir s'entourer d'un médecin, d'un kiné, d'un ostéo, d'un préparateur physique, d'un préparateur mental éventuellement. Et moi, je m'appuie en fait sur des gens dont c'est le métier, les préférences motrices, et qui viennent parfois sur des stages tester directement les athlètes et me redonner derrière des profils avec des solutions, des situations. Alors voilà, tel athlète, il est plutôt comme ça, il est plutôt ancrage, il est plutôt combinatoire, il a besoin d'adversité ou il n'aime pas l'adversité. Et ça m'oblige ensuite à essayer d'intégrer ça dans l'organisation, dans la préparation des séances, dans la gestion de la compétition, de l'adversité. Parce que voilà. Les préférences motrices, pour que ça soit clair pour tout le monde, ça va au-delà de l'aspect moteur, justement. C'est ce que Marie-Catherine expliquait, c'est qu'en fait, le fait de tester la motricité de la personne permet de comprendre le fonctionnement de son cerveau et justement d'avoir justement les différents profils de personnes. Et comme le dit Émeric, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt centré sur lui ou centré sur l'adversité? Est-ce que c'est quelqu'un de quoi il a besoin dans le coaching aussi? Ça apporte des éléments de coaching dans le… Derrière, ça apporte aussi d'autres éléments sur le fonctionnement de la personne dans son entraînement, dans les compétitions. Donc, voilà, ça va au-delà, encore au-delà de l'aspect uniquement moteur. Mais c'est une vraie ressource. C'est une vraie ressource. C'est, à mon avis, un élément à exploiter dans la perspective d'optimiser la performance chez les athlètes. Et je suis convaincu en fait que c'est un élément à exploiter probablement dès le plus jeune âge. Alors après, encore faut-il réussir à trouver les moyens d'exploiter ces données-là dès le plus jeune âge quand on a beaucoup de jeunes à gérer dans une école d'athlétisme.
Et encore faut-il qu'on arrive à motiver les athlètes à être présents relativement régulièrement au stade, chez les U16, à minima 3 fois par semaine. Ok, merci. Question suivante. Donc, bonsoir Émeric, merci de ton intervention. Combien de mètres au nombre de pieds en général tu mets entre chaque œil sur les différents exercices? Par exemple, l'exercice avec les coussins entre les… Alors, 6, alors, ouais, ça va dépendre. 6 pieds, moi je chose 45, 6 pieds, pointure 45 pour 2 appuis, 12 pieds, pointure 45 pour 4 appuis. Et puis après, ça va dépendre en fait de ce que je disais tout à l'heure, de cette intention de travailler en fréquence, en amplitude, de créer de la vitesse dans l'intervalle ou de créer ou de faire avancer le bassin sur l'appui. Voilà, j'essaye. Ouais, dans ces eaux-là, 6 pour 2 appuis et sur le travail avec l'instabilité et les coussins d'air, ça doit être ça, ouais. 6 appuis pour non, 6 pieds pour 2 appuis et 12 pieds pour 4 appuis. Ok. Alors, précision par rapport à la question sur la plio, est-ce qu'il y a des repères de hauteur à respecter chez les jeunes? Par rapport à la plio? Ouais. Alors moi, la plio, j'en fais quasiment pas chez les jeunes, j'en fais qu'avec les grands dès lors qu'ils sont aguerris. J'utilise beaucoup les petites haies évolutives là, qui ont 3-4 couleurs là. Moi, je vais plutôt utiliser du travail de bondir et rebondir avec comme intention et comme consigne de respecter les placements de bassin et d'avoir un pied dynamique. Voilà, donc ce sont des tout petits obstacles et je ne cherche pas en fait à les faire monter. Ce que je veux, c'est qu'ils soient capables d'avancer sur l'appui. Voilà. Après, sur le travail des haies, sur les haies en dehors du travail de pliométrie, j'ai la chance en section d'avoir des haies qui vont de 50 à 84 elles font 50, 55, 60, 65, 76, 84. Donc, c'est très intéressant parce que ça me permet de travailler à 50, à 55 et de faire évoluer en fonction des différents ateliers et des athlètes. Et chez les plus grands, vous avez dû voir dans la vidéo, j'ai la chance d'avoir des haies basculantes qui sont extrêmement intéressantes, qui sont des haies pédagogiques très, très intéressantes pour travailler notamment sur les demi-franchissements. Elles n'ont pas de pied, en fait, donc ça évite de se mettre le pied en travers sur le montant, le contre-montant. Là. Et là, pareil, je travaille entre 65 chez les plus grands et 84 ou 91 en fonction des périodes. Puis après, on rentre véritablement dans le spécifique skills des hurdlers, etc. Donc, bon, après, on va travailler jusqu'à 106. Quoi. Ok. Merci. Au-delà de l'utilisation des haies dans la préparation physique, as-tu dans ta boîte à outils d'entraîneur des exemples d'entrée dans l'activité afin de donner le goût à cette activité, donc ludique, fun, pour tenter de contrer la problématique du 60 série plat et de série? Ouais. Le premier point, c'est le temps moteur. Ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est valable aussi bien chez les U12 que chez les U14 et chez les U16. Donc dans un premier temps, le but du jeu, c'est de les faire franchir. Et donc, moi, notamment en début de saison, j'ai une tendance à mettre des haies à l'échauffement. Donc, sur ce que j'appelle le warm-up, hein, sur les 5-10 petites minutes où ils tournent en sortant des vestiaires avant que je reprenne en main la séance et qu'éventuellement on fasse un échauffement ludique, ils vont tourner sur le petit parcours et franchir des obstacles. Et franchir. Ils vont franchir. Et en fait, le fait de franchir comme ça au fur et à mesure, ils acquièrent des compétences. Ensuite, je remets éventuellement des éléments techniques au fur et à mesure. Je leur donne des petites consignes comme ça au fur et à mesure. Mais le but du jeu, dans un premier temps, c'est vraiment qu'ils franchissent, qu'ils courent et qu'ils franchissent des obstacles divers et variés, de hauteurs différentes, avec des intervalles différents,
Et donc, pour le coup, ça va être à la fois, comme je le disais tout à l'heure, des petites haies, des haies qui vont dédramatiser l'activité, mais aussi des espaces. Et ça m'arrive avec les plus grands d'avoir, je vais dire entre guillemets, le même discours qu'avec les tout petits et de dire, bah non, là, vous ne devez pas mettre le pied parce que vous allez marcher dans l'eau et il y a le crocodile qui peut vous. Alors, ça fait beaucoup rire les grands, mais n'empêche qu'ils se prennent au jeu et qu'à un moment donné, ça nous permet de jouer sur les amplitudes, sur les intentions, de jouer sur les intervalles et de les inciter à franchir. Et au fur et à mesure du fait qu'ils franchissent des obstacles et des haies, ils ont dédramatisé l'activité, on met en place du jeu, et puis voilà, au fur et à mesure, ils ont envie de pratiquer les haies, ils voient qu'ils progressent. Et puis le dernier point quand même, c'est qu'en fait, à un moment donné, je ne leur laisse pas non plus le choix. Et je pense notamment à la confrontation et à la compétition. Je n'ai pas d'objectif de performance en fait. Je pense notamment aux plus jeunes et aux gamins que j'ai en section sportive. Je ne leur demande pas d'être champion du monde des Benjamins, quoi. Moi, mon objectif, c'est que je développe le plus possible leur motricité et leur coordination motrice, de manière à ce qu'ensuite, eux, par la suite, ils aient la possibilité de choisir dans ce qu'ils vont avoir envie de faire. Et s'ils ont envie de faire des haies, ils font des haies. S'ils ont envie de faire des lancers, ils font des lancers. S'ils ont envie de faire des sauts, ils font des sauts. Voilà. Mais au moins, je leur aurais donné les moyens, les outils pour qu'ils soient en mesure de se faire plaisir et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et si c'est de l'athlé, ce sera de l'athlé, c'est très bien. Et si c'est du foot, du basket, du volley, du hand, il n'y aura pas de problème. Et j'en serai, pour le coup, très heureux aussi. Ok. Mais j'aime bien aussi quand ils font des airs. Alors, j'avais une question, il y en a une qui est arrivée. Alors, je vais garder la mienne pour l'instant. Alors, as-tu moins de blessures depuis que tu as mis en place le travail pieds nus? Alors, c'est toute la problématique en fait de faire un topo très restrictif et limitant où on ne parle que des haies. Parce qu'en fait, c'est pas que les haies, c'est un ensemble. Parce qu'effectivement, j'ai quasiment pas de blessures dans le groupe avec lequel je collabore, et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas que le travail de proprio, d'équilibre, de placement avec les haies. Ils ont des protocoles dès les plus jeunes, donc dès la catégorie Benjamin, avec des exercices de mobilité, des exercices de prévention des blessures, donc avec des protocoles qui sont intégrés dans des fiches que je leur donne en début d'année. Le groupe d'entraînement, les plus grands, ils ont un book d'entraînement et sur la plateforme sur laquelle je travaille, lorsqu'ils ont leur fiche séance, ils ont 4 fois par semaine un protocole de souplesse, un protocole de prévention des blessures. Alors, les protocoles de prévention des blessures, ça va être le grand ciseau, donc un ensemble de mobilisation de bassin au sol, des protocoles type Stanish ou Potoronto. Et donc, ça, c'est des routines qui sont intégrées chez les plus grands, mais que je mets aussi en place chez les petits et que j'ai aussi mis en place chez des enfants avec lesquels je collabore sur une cité éducative à Angers. Donc, ce sont des CM1, CM2. Et on a amené les éléments au fur et à mesure, entre guillemets, pour les sensibiliser avec des éléments de yoga, de tai chi, et notamment la salutation au soleil, Potoronto, salutation au soleil, qui est un des éléments qu'on intègre aussi le staff, l'organisation du staff sur le stage national U16, où du coup, on a un vrai travail de prévention des blessures et voilà, où à la fois nous en tant que coach, mais aussi les médecins et les kinés, on intervient justement pour intégrer ces éléments-là et que les athlètes sachent s'en servir. Et donc, effectivement, j'ai moins de blessures avec le travail pieds nus, j'ai moins de blessures avec les protocoles de prévention qu'auparavant, quoi. Pour information, ces protocoles-là et ces exercices-là, je les ai aussi mis en place. À l'époque, je collaborais aussi avec un club de triathlon. Parce que, une fois que j'ai fini ma carrière d'athlète très jeune, je me suis tourné vers le triathlon et donc j'ai été amené à entraîner des athlètes et des triathlètes.
en simultané. Et donc, le travail sur les haies et le travail de prévention des blessures, c'est aussi quelque chose que je mettais en place avec les triathlètes. Et j'avais aussi de très bons résultats avec peu de blessures et des gains d'amplitude relativement intéressants qui étaient intéressants pour les triathlètes, notamment dans le cadre de réalisation d'épreuves de type longue distance, où ça avait un véritable impact sur les économies de course. Ça répond un petit peu à la question, mais je l'avais aussi, mais elle est arrivée. Du coup, peut-on intégrer des... Enfin, je vais la transformer. Je veux dire, en fait, comment tu intégrerais les séances de haies dans la préparation hors stade? Parce que peut-on... J'ai déjà la réponse. Ouais. Donc, quel type d'exercice tu préconiserais, toi, par rapport à ce que tu as présenté? Alors, tous ceux que j'ai présentés, ils peuvent être proposés, mais c'est avec des toutes petites touches. En fait, la chance d'être triathlète, c'est déjà d'avoir une très grande diversité de pratiques. Le fait d'avoir la natation, le vélo et la course à pied, le fait d'avoir un sport porté, le vélo, un sport aquatique, ils sont quand même moins blessés que les athlètes. Faut dire ce qu'il est. Et donc, du coup, de ce fait, que ce soit pour du triathlon ou pour du hors-stade, des préparations 10 km, semi-marathon, on peut tout à fait intégrer des éléments de motricité avec des haies. Encore faut-il ne pas perdre de vue l'objectif de ces athlètes-là. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer, ce sera, à mon avis, intéressant et rentable à moyen et long terme pour eux en termes d'économie de course, de progression, etc. Mais ils vont aussi se dire, en venant, non mais moi je ne suis pas venu faire des haies en fait, parce qu'ils vont être mis en difficulté dans un premier temps. Les coureurs de running qui reprennent à 40 ans après 15 ou 20 ans d'arrêt, quand vous les mettez sur des haies, les coordinations, elles ne sont pas bonnes. Donc il vaut mieux reprendre dans un premier temps par des petits éléments et au fur et à mesure, voilà, par petites touches, à plein de petits moments. Sur des choses pas trop virulentes, pas trop complexes, au niveau impact. Ouais. Voilà. Et au niveau impact, quoi. Sur toutes les gammes marché, des choses comme ça, c'est des choses extrêmement intéressantes, je pense, pour le... C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation sur les variables et les intentions. Le but du jeu, c'est vraiment d'augmenter au fur et à mesure les difficultés et les coordinations. Et donc, chez eux, il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin dans la difficulté, dans les exercices de coordination. Le fait d'en amener un petit peu à chaque fois, ça aura déjà eu un impact intéressant. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? On a encore quelques minutes. Où est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Le travail des permet de sortir sa zone de confort. Je pense. Ouais. C'est évident que ça permet de travailler et de sortir les athlètes de leur zone de confort. Ça leur demande d'être investis et concentrés. Et des fois, effectivement, il y a des athlètes qui vous le sentez. Alors moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est aussi assez particulier. Je considère le warm-up, le fameux footing social, les 10 minutes là où ils partent à l'échauffement, comme étant un moment pour que je puisse échanger avec eux, savoir comment ils sont, est-ce qu'ils ont passé une bonne journée, est-ce qu'ils sont disponibles pour faire la séance, est-ce qu'ils se sont engueulés avec leur conjoint, leur conjointe, est-ce qu'ils ont des problèmes au boulot, etc. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir un véritable impact sur la capacité qu'ils vont avoir à s'investir dans la séance. Et des fois, en fait, vous leur mettez un exercice qui n'a pas de difficulté particulière, mais ça leur demande quand même un peu de concentration et de sortir de leur zone de confort. Et là, vous les faites sortir complètement de la séance. Donc, il faut être capable à un moment donné de dire, bah voilà, hop, on switch. Toi, tu ne fais pas cet exercice-là, tu vas passer sur l'exercice suivant. Je vais prendre l'exemple en ce moment d'une étudiante que j'ai dans le groupe, là, une petite étudiante. Elle est en fac de droit, je crois. Et sur la période où elle était en partiel de droit, là, dès lors qu'elle se retrouvait en situation de difficulté sur les skills moteurs ou les gammes techniques, etc., elle partait en sucette. Ça ne servait à rien de lui proposer autre chose derrière. Et donc, en fait, à chaque fois, j'étais obligé d'adapter
de switcher certains exercices pour la laisser dans un premier temps dans sa zone de confort. Et puis, une fois que la période des partiels est passée, on a quand même pris le temps d'échanger sur cette problématique-là. Elle l'a tout à fait admis que voilà, elle arrivait à l'entraînement, elle avait juste besoin de venir se vider la tête, voir le groupe pratiquer, mais elle ne supportait pas d'être mis en situation d'échec sur les séquences. Et donc, effectivement, il en est de même pour les entraîneurs. Alors, ça, c'est évident. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est là. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Yannick a cette démarche-là. C'est que, je le disais tout à l'heure en préambule, entraîner, c'est faire des choix et les assumer. Et à un moment donné, un entraîneur qui ne se forme pas, c'est un entraîneur qui est mort, quoi. Donc, en fait, nous, on fait la démarche de continuer à nous former perpétuellement, à la fois sur des formations initiales, à aller voir d'autres coachs, à aller voir ce qui se passe chez nous en France, mais aussi à l'étranger. Moi, je suis, par exemple, beaucoup l'actualité de ce qui se passe et les méthodes américaines, mais aussi de ce qui se passe actuellement en Suisse, aux Pays-Bas, en Norvège. Donc voilà, c'est important de se renouveler, d'aller voir ce que font les autres et de sortir nous aussi de notre zone de confort. Et il y a des moments où vous allez proposer des situations, ça ne va pas marcher, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est clair. Ok. Allez, dernière question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question à nous proposer? Qui a été au top dans le timing. Dans les noms qui sont marqués, je reconnais des gens. Ah. Ah ouais. Il y en a, quand ils ont vu que c'était toi, ils se sont dit, tiens, on va aller voir ça. Non, pas d'autres questions. Bon. Eh ben, on va conclure. Je vais conclure en te remerciant à nouveau de ta participation. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. Très heureux d'avoir pu échanger ce soir. Je crois que je suis très heureux d'avoir pu intervenir et d'échanger sur cette belle pratique que sont évidemment les haies, et notamment dans la préparation physique. Et encore une fois, n'hésitez pas, sur les territoires, vous avez des cadres techniques, que ce soit des cadres techniques d'État ou des cadres techniques fédéraux qui sont des salariés de ligue ou de comités départementaux. On est à votre disposition pour pouvoir échanger. Nous, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec les entraîneurs et de relancer des vocations, de stimuler les coachs, de créer du lien, de créer des réseaux. Donc, véritablement, on est à votre disposition dans l'intérêt de l'athlétisme, quoi. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un petit pitch pour la suite. Donc, c'était la troisième visio aujourd'hui. Sur les prochaines thématiques que j'ai déjà sous le coude, pas forcément en février, mais plutôt, je pense, en mars, il y aura l'intervention croisée que j'ai voulu entre Guillaume Tanon et Olivier Guy. Donc, Guillaume Tanon, qu'on ne présente plus, j'espère que vous connaissez Guy, donc, qui est entraîneur sprint de très haut niveau. Et puis Olivier Guy, donc, qui est responsable du running à la fédération. L'idée, c'est de faire une intervention croisée justement sur le pied. On est dans la continuité de ce qu'on a fait ce soir, hein, mais on va voir un petit peu justement leurs opinions et puis un regard croisé sur quel est l'intérêt du travail d'appui, que ce soit du sprinter jusqu'au trailer. Voilà, c'était un peu la thématique que je leur ai proposée, donc ils sont tout à fait partants. C'est plus le timing de pouvoir le faire, mais voilà, eux sont partants pour ça. Dans les thématiques aussi qui m'ont été un petit peu suggérées, il y a la gestion de la blessure de l'athlète. Donc ça, je vais me pencher là-dessus, que ce soit au niveau médical. Donc moi, j'ai une intervenante médicale qui est vraiment très bien et qui j'ai beaucoup travaillé. Donc je vais voir avec elle si elle est disponible, que ce soit sur le versant médical ou sur le versant aussi accompagnement mental. Parce que c'était une question qui était venue suite à la visio que j'avais fait le mois dernier sur l'impact de l'entraîneur sur le mental de l'athlète. Donc ça, c'est une thématique qu'on peut vraiment traiter de manière particulière. Et puis, concernant les plus jeunes, il y a une logique aussi à l'heure actuelle qui est de développer un pass. Donc, comme il y a le pass athlète, je voulais faire un truc sur le pass athlète, mais il y a aussi le pass trail qui est en préparation
puisqu'on a de plus en plus de demandes de pratiques, on va dire, trail chez les jeunes, les moins de 16. Et donc, l'idée, c'est de proposer des choses qui soient adaptées à cette catégorie-là. Et donc, il y a un pass trail qui est en cours de validation, qui est quasiment au bout du chemin et qui va être présenté d'ici peu. Donc, l'idée, c'était aussi de faire une thématique là-dessus pour avoir en primeur les contenus du pass trail. Donc, voilà. Toutes ces thématiques-là qui sont en attente. Et donc voilà, comme toujours, maintenant que j'ai vos adresses mail, je vous informerai tous et toutes des prochaines thématiques et des prochaines dates. Je n'ai pas encore la prochaine, je suis en train de travailler dessus. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de continuer ces conférences-là de toute façon à minima jusqu'au mois de juin, puis après, peut-être continuer encore l'année prochaine, puisque si vous ne vous lassez pas, je ne me lasserai pas non plus. Même si ça rythme beaucoup mon quotidien, parce que voilà, faut trouver les thématiques, il faut trouver l'intervenant. En tout cas, voilà, j'ai plaisir à recevoir des gens avec qui je travaille depuis longtemps et dont je sais dont je connais la qualité des interventions. Donc, encore un grand merci à toi. Et puis un grand merci à vous tous d'avoir participé ce soir.